On se retrouve comme chaque mercredi pour 55 minutes de partage d'idées sur des thèmes touchant le domaine de l'éducation. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la troisième conférence de restitution des ressources financières pour l'éducation. Une conférence qui a eu lieu à Dakar au Sénégal en présence de 8 chefs d'État d'Afrique et d'Europe. Et nous avons eu la chance et le privilège également de noter la participation à cette conférence d'un compatriote en la personne de Marcel Toyi. Il est coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, qui nous a fait plaisir de répondre à notre invitation aussitôt de son retour de Dakar pour nous en dire un peu plus. Bonsoir, bonjour et bienvenue dans les studios de la télévision de Zerki Sonore. Merci, merci mon cher ami. Bienvenue. Merci. Comment ça s'est passé le voyage? Oui, ça s'est très bien passé. Moins de fatigue en aller et retour? Oui, il y a toujours de la fatigue. Dakar-Lomé, c'est vraiment loin, hein? Oui, on gère. Mais on est arrivé. On est arrivé, oui. Merci beaucoup, avec de très bonnes informations pour nous. Alors, de quoi était-il question au cours de cette conférence sur la restitution de l'éducation? Bien, la conférence de la troisième conférence de reconstitution des fonds pour le partenariat mondial pour l'éducation est une rencontre qui se tient chaque 3 ans. Et la première conférence a eu lieu à Copenhague, au Danemark. La seconde conférence, c'était en Belgique. Et la troisième, c'est sur le continent africain, et avec le Sénégal qui a eu l'honneur donc d'abriter. Donc cette conférence est une rencontre de toute façon pour plaider et amener les décideurs, les donateurs, les bailleurs à s'engager davantage, à contribuer, à alimenter ce panier commun qu'on appelle PME, d'où l'argent partira finalement pour financer les péris dans les pays. Donc quand tu prends le cas du Togo, péri 1, péri 2, c'est financé par le PME. Dans d'autres pays, ça ne prend pas le nom de péri, ça prend un autre nom. C'est chez nous qu'on appelle péri 1, péri 2. Bon, bientôt on ira aussi au péri 3. Donc quand on finit de consommer cette enveloppe, eh bien il faut... on convoque encore les partenaires, les décideurs, les dirigeants pour s'engager. Et cette fois-ci, ils ont mis la barre très haut. Il fallait mobiliser 1550 milliards de francs CFA pour les 3 prochaines années. Donc, de quoi il était question? Il était question de mobiliser de toute façon les fonds pour le partenariat mondial pour l'éducation, pour que l'éducation soit véritablement financée par les donateurs et par la levée des fonds domestiques. Ça, c'est très important pour que tous les dirigeants, tous les pays doivent, en dehors du fait qu'il faut doubler, tripler, de toute façon, bref, augmenter la part allouée à l'éducation, on doit lever les fonds au plan national pour dépendre moins de l'extérieur pour financer notre éducation. Voilà un peu le contexte. Oui, et le PME lui-même, c'est quoi? Le PME, c'est un instrument mis en place par la communauté internationale pour mobiliser les fonds auprès des donateurs, mobiliser les fonds auprès des pays, disons, développés, pour financer l'éducation sur la base de l'engagement qui est pris par aussi bien ces donateurs-là, ces pays développés, que les pays moins développés. Ils se sont engagés pour réaliser le 4e objectif de l'objectif des 17 objectifs de l'ODD. Le 4e, c'est lui qui concerne l'éducation, avec 7 cibles et 3 moyens de mise en œuvre. Et cette cible est la cible qui ouvre la porte à d'autres cibles. Il y a une cible qui concerne la pauvreté. Si vous voulez réduire la pauvreté, il faut investir dans l'éducation. Il y a une autre cible qui concerne l'emploi, l'employabilité des jeunes, etc. Si vous voulez que les jeunes aient les capacités pour saisir les opportunités de développement, des opportunités pour trouver de l'emploi et développer leur potentiel et contribuer au développement du pays, eh bien, il faut financer dans l'éducation. Vous voyez? Donc, l'objectif 4 des 17 ODD
est un objectif transversal et donc la communauté internationale se dit il faut partir de cet objectif-là, mobiliser les ressources pour financer la mise en œuvre effective de cet objectif 4 de l'ODD. Oui, l'objectif 4 qui parle de l'éducation de qualité. L'éducation de qualité. Voilà. Et dites-nous, quels sont les pays, ou du moins combien de pays font partie de ce fonds de restitution? C'est le monde entier. Tout le monde entier. Le monde entier, l'Europe, l'Amérique, Amérique latine, Amérique et autres, l'Asie, l'Afrique, tous les continents, tous les pays du continent, du monde entier font partie du partenariat mondial. Donc tous sont venus prendre des engagements, tous sont venus dire ce qu'ils comptent faire, enfin quelle contribution, quelle enveloppe ils comptent donner pour ce qui concerne le lot des donateurs, ça. Combien ils comptent donner, voilà, pour alimenter le compte du partenariat mondial pour l'éducation. Et voilà les pays sous-développés et les pays bénéficiaires du PME, parce que voilà. J'allais même chercher à savoir quels sont les pays ou à qui profite ce fonds-là ou ce fonds. Oui, les pays. Destiné à qui, à quel très pays? bien. Les pays qui se sont engagés autour des objectifs de l'EPT. Vous savez qu'en 2000, il y a eu les pays se sont engagés à mettre en œuvre 6 objectifs de l'éducation pour tout, pour réduire la pauvreté, l'illettrisme, etc. etc. C'est après l'évaluation donc des 6 objectifs de l'EPT en 2015, il y a eu une autre conférence en Corée, à Échéon, où le monde entier s'est encore engagé pour réaliser finalement 17 objectifs, dont le 4e concerne l'éducation. Vous voyez? Et donc, ça concerne donc le PME va alimenter les pays sous-développés. C'est ça. Les pays sous-développés, dont comme le nôtre, voilà, c'est cela. Oui, et dites-nous, et quel bilan ou quel tableau a été dressé au cours de cette conférence en matière de gestion de ces fonds-là, ne serait-ce que pas pays par pays par pays, mais bon, est-ce que il a été quel est le tableau qui a été dressé par rapport à la gestion? Parce que quand avant la gestion, le premier élément du tableau dont tu parles, c'est que les dirigeants présents, la communauté internationale a reconnu que l'éducation est la réponse à tous les défis auxquels le monde contemporain aujourd'hui est confronté. Est-ce que c'est les crises? Est-ce que c'est les troubles sociaux? Est-ce que c'est l'illettrisme? Est-ce que c'est les incapacités? Est-ce que c'est l'analphabétisme? Est-ce que les catastrophes, etc. Ils se sont rendus compte que l'éducation est la réponse qu'il faut donner à tout ça. Et donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'importance du financement accru pour apporter des réponses à travers l'éducation. Donc voilà un peu le tableau qui a été présenté. Et il était question que si il y a plus de financement, si les États s'engagent à mettre plus pour l'éducation, après l'évaluation, on se rendra compte que, eh bien, on a repoussé l'illettrisme, on a repoussé le chômage, on a repoussé les incapacités, etc., etc. Et on a préparé finalement la jeunesse scolarisée du monde entier, et particulièrement des pays sous-développés, donc bénéficiaires du PME, à faire quoi? À avoir des capacités pour répondre aux défis futurs. Puisque selon les déclarations qui ont eu lieu dans la salle, le Centre international des conférences d'Abdou Diouf, eh bien, il a été reconnu que dans 50 ans, environ 8 milliards de personnes auront accès à la bande passante. Si tel est le cas, ça veut dire que tous les métiers qui nécessiteront de l'énergie, eh bien, ces métiers vont disparaître. Et si ces métiers disparaissent, il faut substituer. Et donc, il faut préparer la jeunesse à saisir les opportunités et les défis de demain. Et les opportunités, c'est quoi? C'est le numérique, c'est la technologie,
Vous voyez? Et donc, c'est ça qu'on appelle le socle commun de compétences. Il faut aujourd'hui faire en sorte que orienter de toute façon la jeunesse beaucoup plus sur tout ce qui est lié au numérique et à la technologie, parce que c'est ça l'enjeu de demain, c'est ça qu'on va retrouver partout. Et donc si les jeunes doivent trouver à faire, si les jeunes doivent être employés ou s'auto-employer, parce que c'est deux choses voilà, qui sont très importantes, eh bien il faut leur donner ces capacités à travers l'école et à travers un bon financement. C'est ça. Tout le reste de ce que nous connaissons, c'est quoi? C'est les programmes de qualité, c'est la prise en compte des sous-secteurs qui ont été entre-temps négligés, comme la petite enfance, comme l'alphabétisation. Voilà, et tous ces secteurs-là doivent connaître un regain d'intérêt en termes de financement accru pour que d'ici peu, qu'on puisse voir des changements s'opérer. Est-ce que certains pays, vous avez eu le temps de remarquer certaines particularités dans certains pays par rapport à cela, parce que là on peut toujours s'édifier en regardant l'autre. Est-ce que certains pays ont montré le bon exemple où on fait office d'inspiration par exemple? Oui, pour les pays bénéficiaires, il y a certains qui ont des opportunités chez eux et qui ont profité de ces opportunités pour donner ou accorder plus d'intérêt pour l'éducation, en finançant mieux, je veux dire. Voilà, et je prends par exemple un pays comme le Ghana, parce que le président ghanéen était là, et bien, il a dit que aujourd'hui le boom pétrolier, aujourd'hui permet aujourd'hui au Ghana de rendre le lycée, le coût élève au lycée de tous les pays gratuit. Un pays comme le Togo ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre cette décision. Je sais pas, vous voyez. Voilà. Donc, il est cité comme, disons, un modèle de décision politique qui va dans le sens de l'éducation. Et l'exploitation, par exemple, du pétrole, il y a eu un code d'exploitation du pétrole au Ghana et il a été décidé qu'un pourcentage doit aller directement en éducation. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il a été un peu cité comme un exemple. Et il y a eu d'autres exemples comme par exemple le Sénégal, voilà. Parce que le Sénégal, quoi qu'on dise, c'est un territoire français. Ah oui, historiquement, vous prenez le Sénégal, voilà. Une Europe en miniature. En miniature. Donc ils ont plus de possibilités et de richesses qu'un pays comme le Togo. Alors, vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Quand vous prenez par exemple le budget de l'éducation de la Côte d'Ivoire, ça fait combien? Ça fait 1200 milliards par an. Le budget du pays Togo, voté par l'Assemblée nationale, fait environ 1300 milliards. 1300 milliards pour tout le budget du Togo. Dans tous les secteurs, et on a dégagé environ 40% pour les secteurs sociaux. Ce n'est pas seulement l'éducation, les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, vous voyez. Et en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 1200 milliards uniquement pour l'éducation. Vous voyez. Alors, donc on ne peut pas comparer. Donc ça fait que, ça veut dire concrètement que la Côte d'Ivoire a plus de possibilités financières, a plus de ressources que le Togo. Donc c'est pour ça que normalement le gouvernement, en principe, à notre avis, devait suffisamment communiquer, devait suffisamment mettre un plan de communication pour expliquer aux citoyens qu'il ne faut pas faire, il y a certaines comparaisons qu'il ne faut pas faire. Vous voyez? Alors, quand, par exemple, il y a la grogne sociale, les gens demandent augmentation. Un pays comme la Côte d'Ivoire peut se permettre de faire cette augmentation. Mais un pays comme le Togo doit être prudent. Parce que si vous poussez, par exemple, le gouvernement à aller trop aux augmentations, par exemple, salariales, etc., il arrivera à un moment où il n'arrivait pas à... Parfait. Mais c'est de la communication pour expliquer aux gens. C'est de la communication qu'il faut faire pour expliquer. Malheureusement, il y a un déficit d'information et ça fait que... voilà. Bien, et d'où viennent en fait ces fonds qui seront... Non, c'est très simple. Les fonds viennent... C'est pour ça d'ailleurs même qu'on a réuni tout... C'est le monde entier qui était là-bas. Il y avait plus de 1000 délégués dans la salle. Vous voyez? Alors, il y a deux catégories. Il y a les donateurs et un peu les bénéficiaires. Les donateurs, il y a plusieurs catégories. Nous avons des pays qui ont, par exemple, doublé leur financement. Avant, par exemple... lorsque le PME a été mis en place, il donnait
une certaine enveloppe, mais cette fois-ci, ils se sont engagés à aller plus loin. Je vais les citer très rapidement. Ceux qui ont doublé, il y a la France qui a doublé, qui donne 250 millions d'euros. Il y a la Norvège, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Irlande, la Suisse, le Canada, voilà, je l'ai déjà cité. Voilà les pays qui ont doublé leur financement. Alors, et notre Afrique? Non, avant l'Afrique, c'est pas encore fini. Il y a l'Espagne. Oui. L'Espagne qui avait suspendu sa participation ou bien son financement au PME depuis 2010. Mais il y a une vedette internationale, Rihanna, voilà, qui a été, disons, coachée pour être l'ambassadrice de l'éducation. Donc, elle a réussi à convaincre ceux qui avaient quitté le PME de revenir. Elle a réussi à convaincre certaines fondations à mettre beaucoup plus de ressources. Donc, vous voyez, elle a joué un grand rôle de lobbying. Vous voyez, et les résultats sont là. Donc, l'Espagne qui avait quitté revient avec 1,5 milliard de dollars et il devient du fait le 6e pays contributeur du partenariat mondial pour l'éducation. Bon, naturellement, il y a l'Union européenne qui est en tête de liste, hein, oui. Voilà, des contributeurs, le Royaume-Uni, la Norvège. Maintenant, il y en a qui ont triplé leur financement. C'est l'Italie. Ah, oui. L'Italie a triplé. Il donnait 12 millions d'euros. Alors, vous multipliez par 3, ça fait 36 millions d'euros. Donc, l'Italie a triplé. Il y a certains pays comme les États-Unis. Eux, ils ont promis environ 195 millions d'euros, mais ils attendent l'approbation de la Chambre, leur assemblée, oui, avant de dire exactement si ce montant sera accepté, oui ou non. Maintenant, quand vous prenez un pays comme la Chine n'a pas, quand la Chine a pris la parole, la Chine n'a pas dit ouvertement que voilà, moi je veux donner telle enveloppe, mais la Chine veut donner une contribution en nature. La Chine a promis construire des salles de classe, financer par exemple un centre régional de formation technique. Vous voyez? Parce que, vous voyez, si pour pour tout le programme non, c'est ça le projet. C'est un projet de financement, voilà, d'un centre régional de formation. Mais dans quel pays ça va se faire? Pour l'instant, aucun détail n'a été donné. Vous voyez? Voilà, maintenant vous prenez le HCR. Le HCR promet mettre plus de ressources dans les pays qui accueillent les réfugiés. Parce qu'il faut scolariser les enfants des réfugiés. Vous voyez? Voilà, vous voyez comme le Togo par exemple qui accueille. Voilà, et d'autres pays que nous connaissons. Donc, pour les pays donateurs, maintenant certaines institutions financières comme la BID par exemple, eux, ils se sont positionnés sur des thématiques. C'est-à-dire qu'ils disent, moi je vais donner de l'argent, mais voilà ce à quoi ma priorité. Oui. Voilà, la BID, voilà, la BID finance pour l'éducation aux droits de l'homme et la technologie. Donc tous les projets que le partenariat mondial, par exemple pour l'éducation, va élaborer, qui vont dans le sens de soutenir par exemple des programmes de droits de l'homme dans les pays bénéficiaires, eh bien la BID est prête à mettre des ressources, ainsi que la science et la technologie. Le Japon n'a pas promis de donner de la liquidité au PME, mais un appui budgétaire au pays. Vous voyez, donc par exemple, il peut décider de dire, bon, je vais donner 1000 milliards par exemple au budget, au gouvernement togolais. C'est un exemple. Vous voyez, mais il n'a pas donné directement au PME. Voilà. Donc il passe par le gouvernement directement pour dire, bon, je finance l'éducation. Vous voyez? Voilà un peu comment le schéma des donateurs. Maintenant, les pays africains, comme tu l'as dit, tous les ministres des pays bénéficiaires ont été appelés sur le plateau. Vous voyez? Alors, on appelle les pays, on dit, bon, tel. Compris le nôtre? Bien sûr, j'en viens. Ils ont 5 minutes pour dire quel est le budget actuel de votre pays. Vous voulez porter ce budget à combien dans 3 ans? Parce que c'est une promesse, c'est un engagement que vous devez prendre pour les 3 prochaines années. Afin qu'on puisse faire le suivi, pour que la société civile fasse le suivi et qu'on fasse la projection. Très bien, pour voir. Alors, il y a certains pays, quand certains chefs d'État se sont levés, il y avait le président tchadien, le président du Niger, et voilà, et du Mali. Quand eux se sont levés, ils n'ont pas dit que eux vont porter leur budget de tel à tel. Hein. Ils ont dit, bon, nous, dans notre pays, vraiment, nous sommes suffisamment en crise, etc. Nous avons besoin que vous nous appuyiez. Eux, ils ne se sont pas prononcés. Maintenant, je reviens aux ministres. Les ministres